Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à une heure tardive un vendredi soir après 3 jours exténuants. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est le cas. Donc, rapidement, je vais me présenter. Je m'appelle Guillaume Lours, je suis freelance, je développe et j'encadre des équipes sur du développement Java. Je fais également du coaching agile et je traîne dans quelques communautés et autour de quelques événements comme Lean Kanban France, Codeur en scène, une conférence qui a lieu à Rouen au moment de l'automne à peu près. Je fais partie des gens que vous avez vu courir là pendant 3 jours pour vous donner vos affaires au vestiaire et faire en sorte que cette conférence se passe bien pour vous. Et je suis membre d'un réseau d'indépendants qui s'appelle les Indep. De quoi allons-nous parler ce soir? Eh ben, d'une pratique, de quelques petits outils qui vont vous permettre d'être plus efficace, j'espère, dès lundi au travail et peut-être même dès demain chez vous. Il ne va pas y avoir de code, mais il va y avoir quelques démos. Est-ce que vous vous reconnaissez, qui se reconnaît un peu dans cette image? Est-ce que ça vous évoque des choses? Non? Vous pouvez lever la main, ouais. Bon, et ben ça, en fait, ça arrive assez régulièrement. On sait faire le travail qu'on a à faire. On sait qu'on a la capacité, le temps pour le faire, et pourtant, on n'arrive à rien, il n'y a rien qui sort. Un peu perturbant, moi je l'ai vécu quelque temps, et on en ressort généralement usé, vidé. On a l'impression que rien n'avance, et pourtant on a l'impression de se donner à fond. C'est qu'il se passe des choses, on va en parler. Donc, Personal Kanban, d'abord, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une pratique, alors pas agile, hein, mais une pratique de gestion de travail d'équipe à la base. Moi, je vais vous le présenter dans le cadre de Personnel, qui a été créé par Jim Benson et Toniane de Maria Barry. Il y a un livre qui existe, qui est très clair. Beaucoup des exemples que je vais vous présenter sont tirés directement du livre, hein. Pourquoi essayer de trouver et vous raconter des histoires alors qu'eux le font tellement bien et que c'est très clairement argumenté? Vous pouvez aller sur le site, il y a plein de ressources et vous pouvez les suivre sur Twitter. Dès qu'il y a des nouveautés, des nouveaux blogs qui sortent, ils mettent tout ça à jour. Donc, qui est-ce qui connaît Kanban ou qui en a entendu parler? Bon, okay. Est-ce que vous savez que dans Kanban, il y a 5 règles? Donc il y a 5 règles, et on va utiliser seulement 2 de ces règles pour Personal Kanban. On va essayer de faire quelque chose un petit peu plus léger. Donc les 2 règles qu'on retient sont la visualisation et la limitation du travail en cours. Les autres règles dans Kanban sont rendre les règles explicites, gérer des indicateurs pour pouvoir faire une amélioration continue au travers de Kaizen. Donc, voilà. Donc on va juste se limiter sur la visualisation et la limitation du travail en cours. Moi, ce que je vous propose, en fait, là, c'est de partir directement sur la construction de votre premier Kanban board. Donc demain, vous appliquez exactement la même chose et vous aurez un premier board qui va vous permettre de gérer votre travail. Excusez-moi. Donc, première étape, on prépare son environnement de travail. Un tableau blanc, des stylos Velleda, des post-it. Okay, après des grandes feuilles de papier, un peu comme vous voulez. L'important, c'est que vous ayez quelque chose que vous puissiez effacer ou rapidement refaire, parce que il va falloir définir ce qu'est votre travail. Et bizarrement, vous allez vous rendre compte qu'on ne sait généralement pas ce que c'est que notre travail. Donc, il va falloir effacer, refaire, rajouter, supprimer. D'accord? Donc ça, c'est les outils essentiels et nécessaires. Deuxième chose, vous allez définir votre chaîne de valeur. Alors,
Là, c'est, on va dire, la chaîne de valeur la plus simple qui puisse exister. C'est ce que vous avez à faire, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez terminé. D'accord? Il n'y a pas plus simple. Mais ça ne reflète sûrement pas ce que vous êtes amené à faire au quotidien. Vous avez sûrement des étapes en plus, je ne sais pas, vous faites de la validation de documents. Voilà, ça dépend complètement de votre contexte. Si vous utilisez l'outil pour votre vie personnelle ou pour votre travail, en fonction des projets sur lesquels vous travaillez, vous allez peut-être avoir un personnel Kanban qui va être spécifique à celui-ci, parce que vous avez une chaîne de valeur qui est hyper particulière. Donc voilà, ça doit refléter l'ensemble des actions que vous allez faire sur votre travail pour lui amener de la valeur à chaque étape jusqu'à atteindre la réalisation complète de celui-ci. Ça va? Pas de questions particulières pour l'instant? Bon, la partie la plus dure. Remplir ce qu'on appelle un backlog, en fait, la liste de l'ensemble des choses que vous avez à réaliser. Ok, donc cette liste, c'est la vôtre. Alors, faut pas lui mentir, ça sert à rien. Mettez tout ce que vous avez à faire, même la chose qui vous paraît la plus insignifiante. Je vous expliquerai pourquoi c'est important tout à l'heure. On me pose la question, oui, mais si je prends un tableau et que ça ne rentre pas dans le tableau, bah, commence à déborder sur le mur. Hein. Puis bah, si ça remplit la pièce, bon courage, mais au moins, vous savez ce que vous avez à faire, vous le voyez. D'accord ? Donc, l'intérêt de ce backlog, c'est que vous allez visualiser concrètement, enfin, du moins beaucoup plus que si vous le laissez dans votre cerveau, l'ampleur de ce que vous avez à réaliser. D'accord ? Donc on peut aussi bien aller d'éléments de travail à aller améliorer son putting. Il faut que j'y retourne d'ailleurs, parce que c'est pas terrible en ce moment. Ou des choses qui sont super intéressantes, comme payer ses impôts, faire des tâches administratives. Enfin, tout, vous lui mettez tout. Vous devez retrouver l'intégralité de ce que vous avez à faire. Si vous lui mentez, on verra ce qui va se passer, mais vous le paierez à un moment ou à un autre. La quatrième étape, c'est de limiter le travail en cours. D'accord ? Donc, limiter le travail en cours, ça veut dire que vous allez sur... Alors là, on n'a que trois étapes sur notre chaîne de valeur. Imaginons qu'on en a plusieurs. Pour les étapes qui ne sont pas les deux étapes extrêmes, c'est-à-dire ce que vous avez à faire, la liste complète et la liste terminale de votre travail, vous allez mettre des chiffres en haut qui vont représenter le nombre d'éléments maximal que vous pouvez mettre dans la colonne. C'est-à-dire que là, par exemple, dans la colonne à faire, je n'ai pas le droit de commencer plus de 3 tâches en même temps. D'accord ? On verra pourquoi c'est important. Ceux qui connaissent Kanban ont déjà sûrement une petite idée. Mais ça va avoir un impact sur la manière dont vont se dérouler les choses. Et notamment sur celle-ci. On va commencer à initier le flux tiré. Alors, qu'est-ce qu'un flux tiré ? En fait, pour ceux qui connaissent un peu d'autres méthodes, et notamment les méthodes agiles, Scrum par exemple, ou même dans un cycle en V en fait, quand on travaille étape par étape, une fois qu'on a terminé l'étape, on pousse ce qu'on a terminé à l'étape d'après, ou à l'équipe d'après, si on travaille à plusieurs, d'accord ? Ici, en fait, on ne va pouvoir par exemple, je vais pouvoir commencer à améliorer mon putting uniquement lorsque j'aurai terminé l'une de ces 3 choses et qu'elle sera passée de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en fait, je vais libérer une place dans ma colonne à faire, enfin en cours, et je ne pourrai commencer que lorsque j'aurai terminé une de ces 3 choses. Ça va faire quoi? Ça va en fait vous forcer à terminer ce que vous avez commencé. On est tous spécialistes. Avant ça, je commençais 15 trucs en même temps et en fait, je terminais rien. Puis à la fin, on se retrouve là dans les papiers, comme tout à l'heure. Ah, bah oui, parce qu'en fait, on ne sait plus par quoi attaquer, comment et tout. Pardon. La dernière étape, qui est surtout pas à négliger,
c'est de faire régulièrement des rétrospectives sur votre travail. Alors après, c'est à vous de définir votre rythme. Essayez d'avoir une cadence, de rythmer ces rétrospectives, qu'elles arrivent toujours je sais pas, tous les 3 jours ou toutes les semaines. Déjà pour ne pas l'oublier, vous forcer à la faire. Et puis surtout, avoir une échelle à un peu de valeur qui soit toujours la même. Alors, on va se poser 6 questions. Enfin, oui, c'est ça, 6, oui, un petit peu plus en fait, on verra. 5, là j'en ai 5 questions et puis on verra la dernière. Donc, qu'est-ce que vous avez particulièrement bien réussi? Ok. Quelles sont les tâches qui vous ont rendu content de vous? C'est pas parce que vous avez bien réussi quelque chose que vous êtes forcément content de vous. Il faut bien dissocier les deux choses. Et peut-être même qu'il y a des résultats qui vous ont rendu satisfait, mais qui ont été très difficiles à résoudre. D'accord? Est-ce que vous avez fait les bonnes tâches au bon moment? Et est-ce que ce que vous avez fait, ça a produit de la valeur? D'accord? Une fois que vous vous êtes posé ces 5 questions, vous allez recommencer, mais en disant pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai particulièrement bien réussi ces tâches? Pourquoi est-ce que j'ai pourquoi est-ce que ces tâches ont fait que j'ai été satisfait de ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que ça a été difficile à réaliser? Okay? Et pourquoi est-ce que je les ai fait ou pas au bon moment? Tout ça derrière va nous permettre de détecter, on verra, des choses pour essayer de reproduire au maximum ce qui est bon et éviter ce qui n'est pas bon. D'accord? Donc là, avec ces 6 étapes, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer votre premier personal Kanban. On peut rajouter, on va dire, quelques éléments qui vont peut-être faciliter ou vous aider à mieux voir ce que vous voulez. On a ce qu'on appelle la colonne aujourd'hui. La colonne aujourd'hui, c'est pas de dire aujourd'hui je dois faire tout ça. C'est une colonne qui vous permet de dire aujourd'hui j'ai envie de faire ça. Alors j'ai envie ou il serait bien que je fasse ça. Mais c'est absolument pas une repriorisation de ma colonne en cours. Au fait, est-ce que vous savez tous comment fonctionne cette colonne en cours ou pas? Non? Est-ce que des gens connaissent pas spécialement les pratiques agiles? Oui? Bon, je vais le faire quand même au cas où. On met toujours en haut la prochaine tâche à réaliser, d'accord? Donc on priorise ici l'ordre des tâches à réaliser. Donc ça veut dire que normalement, si je termine par exemple de préparer la réunion de 14 heures, je vais pouvoir rentrer, améliorer mon putting. Et généralement, on va rentrer la première. Parce qu'on a décidé que c'était celle qui avait le plus d'importance dans notre contexte. Donc cette colonne, aujourd'hui, elle n'a pas pour objectif de remplacer cette priorisation, mais elle a pour objectif, enfin, elle est là pour nous dire, ça sera un petit plus, quoi. Ok? Et l'autre, la dernière colonne, enfin the pen là, qui est en fait l'enclos. L'enclos, c'est, ouais, mais quand j'ai 3 trucs à faire et que ces 3 trucs, j'ai fait ce que j'avais, mais je suis bloqué parce que j'attends la réponse de quelqu'un ou qu'il y a une action qui doit être faite par autrui, ou il y a un temps à attendre parce que il y a un délai particulier qui doit passer. Et on ne va pas bloquer complètement notre flux de travail. Ça serait dommage de se bloquer, de dire je ne peux plus rien commencer. Je suis en attente partout dans ma colonne en cours. Donc on va utiliser cette colonne pour placer ce qui est en attente, soit d'un retour de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc pour nous permettre de continuer à avancer sur d'autres éléments, sur d'autres tâches et continuer à produire de la valeur. Ok. Avec ça déjà, on pourrait presque s'arrêter là. Vous êtes peut-être un peu fatigué, puis on rentre? Non? Bon. On peut déjà se débrouiller juste avec ça. Après, je vais vous expliquer en fait pourquoi ça marche et tout. Ça peut vous intéresser un petit peu de savoir comment ça fonctionne derrière. Donc, le contexte est votre guide. C'est-à-dire que quand on fait du Scrum ou d'autres pratiques agiles, on planifie pour une durée,
Voilà, pour les 15 prochains jours, j'ai tout ça à faire, ma liste de tâches à faire, c'est ça. Et je réviserai les prochains éléments que pour la prochaine itération. En Kanban et en Personal Kanban, on repriorise à chaque fois qu'on a terminé quelque chose. D'accord ? Donc c'est-à-dire que c'est pas parce que vous aviez un élément qui était en tête, là tout à l'heure c'était améliorer mon putting qui était en tête de la colonne à faire, et ben peut-être qu'au moment où je vais avoir terminé la tâche sur laquelle j'étais en train de travailler, mon contexte va avoir changé. J'ai reçu un coup de téléphone d'un client, j'ai ma compagne qui m'a appelé parce que je dois aller faire des courses, voilà. Et mon contexte fait que mes priorités vont complètement changer. Donc je vais replanifier, réordonner, on va dire, les prochaines tâches à réaliser en fonction de mon contexte. Donc on va dire que c'est un peu une méthode pilotée par le contexte. Voilà, en fonction de mon contexte, je vais faire telle ou telle action. Imaginez, vous êtes au travail, vous venez de terminer quelque chose, vous avez une réunion dans une demi-heure, et vous n'allez pas commencer le truc qui me prend une journée, quoi. Donc vous allez complètement replanifier, dire, bah, tiens, j'ai 2 trucs, là, c'est 10 minutes et un quart d'heure, ou 10 minutes et 10 minutes, je vais peut-être plutôt faire ces 2-là, parce qu'en plus, ça va m'aider pour ce que j'aurai à faire demain, ou ce que j'ai éventuellement prévu de faire demain. D'accord ? Je vous l'ai dit, il faut être honnête avec votre backlog, parce qu'on va voir, notre cerveau est super bien fait, et il arrive toujours à se rappeler à nous au mauvais moment. Votre chaîne de valeur, comme je vous l'ai expliqué, elle peut être différente en fonction de vos projets perso, vos projets professionnels. Vous pouvez avoir un seul Kanban, un seul Personal Kanban pour tout gérer, comme vous pouvez en avoir plusieurs si vous le souhaitez pour gérer des choses différentes. Dans ces cas-là, on fait éventuellement un méta, on va dire un Kanban d'un peu plus haut niveau pour pouvoir synchroniser les deux, parce que sinon on se perd. Ok ? Bon, là après c'est vraiment chacun qui voit comment est-ce qu'il veut gérer son truc. Le fait d'utiliser des post-it ou d'utiliser des outils comme Trello, de management visuel, va vous permettre de formaliser un peu votre travail, chose qu'on ne fait pas lorsqu'on utilise par exemple des to-do list ou qu'on ne fait rien. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a plein de choses à faire, mais on n'arrive pas à se rendre compte. Notamment dans les pratiques agiles et quand on utilise du management visuel, on va avoir tendance à utiliser des post-it de couleurs différentes, de tailles différentes en fonction de ce qu'on estime, la charge de notre travail et tout. Il faut user et abuser de ça pour pouvoir donner une meilleure visibilité à notre travail qu'on a réalisé, d'accord ? Donc n'hésitez pas, des post-it de couleurs différentes, de tailles différentes. Donc vous pouvez avoir des post-it jaunes pour le boulot perso, du rose pour les trucs qui sont liés à ce que vous aimez pas faire, du genre toute la paperasserie, du bleu pour le travail. Voilà. Soyez imaginatifs là-dessus. Lorsque vous ne respectez pas la limite du travail en cours et que vous commencez à prendre un petit peu plus de choses que ce que vous vous êtes autorisé à faire, vous allez stresser votre travail. On verra, je vais vous raconter une histoire et un peu comment ça se passe. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve, comme sur la première photo, là, à se dire, mais je ne comprends pas, j'ai le temps pour le faire, je sais le faire, et pourtant j'ai rien qui sort. C'est lié au fait de ne pas respecter une limitation de travail en cours, de commencer trop de choses, et du coup, il n'y a rien qui sort. Et puis, comme vous êtes piloté par votre contexte, ça ne va jamais se passer comme vous le voulez. Mais sachez-le, quoi. Donc, pourquoi ça marche ? La limite du travail en cours, là-bas. Voilà ce qui se passe, en fait. Une chaussette, c'est parfait. 2 chaussettes, pas de problème. 3, facile. 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'arrête, quoi. Je joue même plus. Et ben voilà, c'est un peu, c'est schématique, hein, mais c'est ce qui se passe un peu quand on commence et qu'on accepte trop de choses en se disant oui, je peux, ça rentre. Non, au bout d'un moment, ça rentre plus et il se passe plus rien. Pourquoi ça marche ? Vous visualisez votre travail. Vous avez un véritable radiateur. Donc soit vous le faites sur un mur, soit vous utilisez des outils électroniques. On verra qu'il y a un intérêt à utiliser du physique.
Vous avez un véritable radiateur d'informations, des couleurs différentes. Voilà. Vous arrivez vraiment à voir votre travail. Vous changez en fonction de votre contexte. Donc votre travail s'adapte à votre contexte immédiat et en temps réel. Donc vous pouvez complètement changer vos priorités dès que vous avez terminé quelque chose, parce que votre contexte fait que c'est mieux à ce moment-là de le faire comme ça. Et c'est centré sur votre chaîne de valeur. Pourquoi ça marche deux? Là, on va commencer à rentrer dans des choses un petit peu plus poussées. Notre cerveau fonctionne plutôt bien pour se rappeler à nous quand on n'a pas envie. Et là, notamment, ce qu'on appelle des boucles de rétroaction, de feedback. Ça vous est jamais arrivé? Vous êtes hyper concentré dans votre travail. Ça y est, je vais y arriver. Et là, d'un seul coup, oh putain, j'ai oublié d'appeler ma grand-mère. Qu'est-ce que ça vient faire là? J'ai pas besoin de le savoir, quoi. J'étais hyper concentré, ça y est. Vous avez perdu le contexte et vous reperdez 5 minutes pour vous remettre dedans et tout. Et ben, l'intérêt d'utiliser un outil comme ça, ou comme GTD aussi, ça marche sur le même principe, c'est que vous savez que le fait d'appeler votre grand-mère, vous l'avez stocké quelque part. Et le cerveau, du coup, il sait que ça y est, on y a pensé, c'est marqué quelque part. Et quand je vais aller faire ma rétrospective ou quand je vais aller choisir ma prochaine tâche, à ce moment-là, ok, voilà, c'est le moment, j'ai 5 minutes, je vais le faire. Et bon, on en a parlé, là, le fait de rendre, de matérialiser des concepts, des tâches que vous avez à faire, qui sont parfois dans le métier de l'informatique abstrait, qui peuvent l'être, mais un petit peu moins rarement dans le cadre de la vie personnelle, et ben voilà, c'est un plus pour notre cerveau qui se dit, oui, c'est le gros post-it bleu, je m'en souviens, celui. D'accord ? C'est narratif, vous voyez vivre votre travail, il va naître au moment où il va arriver en haut de la liste du à faire, il va vivre sur vos différentes étapes qui sont modélisées par votre en cours, si vous en avez 5, 6, voilà, en fonction de votre chaîne de valeur, et il va mourir lorsqu'il va être terminé. D'accord ? Si vous utilisez en plus un support physique, vous allez avoir des interactions physiques et psychologiques avec votre tableau. Vous allez vous lever, vous allez prendre votre post-it, vous allez le prendre, vous allez le déplacer dans la colonne finie. Il se passe des choses. Et c'est structuré. Il y a un ordre, c'est le vôtre, hein, en fonction de comment est-ce que vous avez décidé de représenter votre tableau. Mais voilà, vous avez réussi à structurer quelque chose. On verra que, par exemple, on va faire une comparaison avec les to-do list. Les to-do list sont juste pas structurés. C'est un de leurs gros désavantages. Bon, voilà. Quand je vous dis qu'il se passe des choses, quand on prend par exemple son post-it et qu'on le passe de en cours à terminé, ouais, il se passe des choses. Déjà, il y a la mémoire physique. On apprend parce qu'on s'est déplacé, hop, hop. Quand je le déplace de en cours à terminé, je sais et je me rappellerai beaucoup plus facilement de comment ça s'est passé. Est-ce que j'ai souffert pour réaliser cette tâche ou pas? Est-ce que j'y ai pris du plaisir? Est-ce que j'ai été efficace ou pas efficace? Voilà. Tout ça, vous allez vous en rappeler plus facilement parce que juste parce que vous faites cette action. C'est le corps humain et notamment le cerveau qui est fait comme ça. Ça va s'imprégner plus facilement que si vous ne le faites pas. Et ça va aussi vous aider à détecter des patterns. Bon, en plus, évidemment, vous l'avez tous fait. Ouais, je l'ai terminé celle-là, enfin. Et ben, c'est un petit sucre pour le cerveau, quoi. C'est bien, tu as bien travaillé, voilà ta récompense. Allez, next. Bon, et ça va vous permettre de détecter des patterns. J'aime pas, j'ai fait vite, j'ai fait lentement. Voilà. Et ça, derrière, lors de la rétrospective, on s'en sert pour savoir pourquoi est-ce que j'aime ou j'aime pas. Ok, j'aime pas parce que machin. Et on sait par exemple que lorsqu'on n'aime pas faire quelque chose, il vaut mieux le faire le matin quand on est au calme, sans personne, parce que notre cerveau vient juste de se réveiller, il est super en forme, on a pris notre petit déj, on est plein d'énergie. Et on va le faire beaucoup plus vite que si on essaye de s'y attaquer, soit juste après manger le midi, soit en fin de journée. C'est bête, mais bon, voilà. Tous ces patterns au travers de la rétrospective vont vous aider à être de plus en plus efficace, en fait. Bon. S'il vous plaît. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Hein, mais ça, vous le connaissez tous. Hein, c'est un calendrier, Outlook, celui de Gmail, enfin, peu importe. Et on remplit les cases. Ouais, une demi-heure, un quart d'heure, machin. Super.
Capacité, combien de choses peuvent s'adapter. Débit, combien de choses peuvent circuler. C'est pas du tout synonyme. Et sachez que votre travail, c'est juste pas une capacité. Ça marche pas. Ça marche pas. Si vous remplissez complètement votre emploi du temps, vous allez faire comme le verre, là, vous allez déborder complètement. Et j'ai une autre petite image pour ça. Une autoroute. Notre travail, il est... alors, en effet, peut-être plus dans nos cœurs de métier du développement logiciel et tout, parce que, enfin, ou dans les métiers, on va dire un peu plus les métiers intellectuels, où on n'a pas d'actions qui sont mesurables dans le temps, et voilà. On sait qu'on va prendre à peu près ce temps-là, mais on n'en est jamais certain. On va déborder, pas déborder. Voilà, on va être interrompu, pas interrompu. Et donc on est un peu comme une autoroute. Une autoroute à 65% de capacité. Je dis bien de capacité, là, dans ce cas-là. Elle commence à être un peu saturée. C'est-à-dire que vous allez commencer à avoir des ralentissements ou ce genre de choses. C'est pareil pour nous. C'est-à-dire que lorsqu'on va commencer à arriver à, on va dire, notre capacité de travail aux alentours de 70-80%, là, si on prend notre journée de 8 heures, voilà, eh ben, on va en fait commencer à saturer. C'est-à-dire qu'on va mettre plus de temps à faire les choses, bizarrement. D'accord ? Et une autoroute à 100%, vous savez ce que c'est ? C'est un parking. Voilà. Donc, et c'est ce qui vous arrive là quand vous vous retrouvez complètement débordé, c'est qu'en fait, vous acceptez tout, ça rentre dans ce Google Agenda là, mais oui, ça rentre. Ouais, sauf que lui, il sait pas, quoi. Il peut pas, et physiquement, vous allez vous fatiguer encore plus. Mes amis, j'en ai fait des tonnes avant. Mais des tonnes, j'ai jamais réussi. C'est dur. C'est dur. C'est dur parce que c'est complètement déshumanisé. Ouais, généralement, vous n'avez pas de couleur et tout. Alors si, vous pouvez commencer à utiliser des stylos de couleurs différentes, mais bon, voilà. Mais vous avez très peu d'interactions, si ce n'est que barré. Vous ne savez pas où vous en êtes, en fait, vraiment dans la chaîne de valeur par rapport à ce que vous êtes en train de réaliser. Ok, je suis sur la tâche truc, mais j'en suis où, quoi? Est-ce que j'arrive à la fin ou pas? On ne le sait pas. Et c'est pas contextuel. C'est-à-dire que si... Alors évidemment, il ne faut pas non plus être idiot, mais si vous les prenez vraiment dans l'ordre, ben en fait, vous allez attaquer la prochaine action, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui va vous demander une demi-journée et que vous n'avez qu'une demi-heure devant vous, quoi. Donc évidemment, vous allez commencer, vous allez vous arrêter parce que vous avez autre chose à faire, et puis... bon. Je les aime pas. Je les aime pas, et il y a plein de raisons pour lesquelles je les aime pas, par rapport à Personal Kanban. On a un côté qui est un peu didactique, réactif, alors que de l'autre côté, on va être plus sur de la proactivité. Une liste, c'est un peu un inventaire à l'après-vert, alors qu'on a un côté qui est un petit peu plus narratif, avec la vie de nos tâches qu'on voit passer. Voilà, bon, il y en a plein. Les slides seront disponibles. Vous pourrez voir tout ça un peu plus en détail. On ne va pas rentrer là-dedans, mais voilà. Il y a un truc qui est intéressant, c'est créer par rapport à produire. D'un côté, on est en tiré, de l'autre, on est en poussé. On va en reparler. Donc, je vous parle de flux depuis tout à l'heure, hein, votre flux de travail. Le flux, c'est le progrès naturel de votre travail. D'accord ? Il s'écoule au travers de la chaîne de valeur. Ça va se faire au travers d'une cadence. Donc on va avoir des éléments qui sont prévisibles, réguliers. Vous avez des choses que vous faites sûrement tous les jours parce que vous avez à le faire. Ben voilà, ça c'est des choses que vous allez pouvoir prévoir à une certaine cadence et tout. Et ce qui fait la différence avec beaucoup de choses, c'est que dans Personal Kanban, et pour avoir un flux qui est régulier et efficace, il faut en fait avoir du mou. Ce mou, c'est pas juste pour vous tourner les pouces, en fait. Ce mou, il est juste là, parce que je vous ai dit tout à l'heure, prévoyez que ça va être imprévisible. Et ben voilà, ça va vous permettre de gérer ça. Et ce mou-là va faire que vous n'allez pas vous retrouver débordé, parce que vous avez prévu qu'il y allait avoir des choses qui n'allaient pas se passer comme vous le voulez,
et vous allez être en capacité d'absorber plus facilement l'imprévu. Bon, tirer par rapport à pousser. Jim raconte, quand il avait 14 ans, comment est-ce qu'il a découvert la différence entre tirer et pousser. Il a eu un premier petit job d'été, enfin voilà, ils étaient deux jeunes là à travailler dans un magasin de cupcakes ou quelque chose du genre, et donc ils étaient là pour débarrasser les tables avec des chariots. Ils avaient seulement 2 règles, comme dans Personnel Kanban, ça tombe bien, 2. Vous ne parlez pas au client, et vous tirez le chariot et vous ne le poussez pas. Tout se passe bien, première journée, pas trop de problèmes particuliers. Arrivé en fin de journée, son petit camarade, là, pour une raison, la fatigue peut-être, on ne sait pas, s'est mis à pousser le chariot plutôt qu'à le tirer. Et en fait, il n'a pas vu, à côté d'une table, il y avait quelque chose qui traînait par terre. Il a poussé son chariot, la roue s'est prise dedans, le chariot s'est renversé, ça a fait un bruit pas possible, ça en a mis partout sur les clients dans la salle. Tout le monde, enfin c'était un endroit un petit peu cosy, et voilà, tout le monde, voilà. Et ben bon, ouais, c'était sa seule journée, lui. Hein. Il n'a pas fait le deuxième jour. Et en fait, ce que Jim a retenu de ça, c'est que l'action de pousser est plutôt une action aveugle. C'est voilà, j'y vais, on avance, et puis on verra bien comment ça réagit de l'autre côté. L'action de tirer, en fait, comme si on prend le cas d'un chariot, là, vous allez tirer votre chariot, vous avez votre contexte qui est devant vous, vous allez toujours prendre de l'information liée à votre contexte. Ça va être voilà, quelque chose qui est beaucoup plus prédictif, vous allez anticiper plus facilement les problèmes. Enfin, vous l'avez tous. Ceux qui travaillent dans l'informatique pure et le développement, lorsqu'on vous pousse des spécifications, enfin, vous voyez bien ce que je veux dire. Bon, on n'ira pas plus loin, mais on subit, alors qu'on pourrait déclencher la demande en disant « je suis prêt, donne-moi la suite du travail ». Voilà, et s'alimenter un petit peu plus comme ça. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui s'intéressent un peu comme ça aux méthodes personnelles pour essayer d'être plus productif? Il y a des tonnes de bouquins. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Je n'ai pas été très bon, moi. Ça, on l'a fait. Oh là, je ne vous ai pas raconté l'histoire du jongleur. Bah, tant pis. C'est pas grave, on le fait pas, je vais le laisser. Initier le flux tirant, on l'a fait. La rétrospective, on a parlé. Tips, pen. Ok. Ça, non, j'ai dit. Ok. Oh là là. Alors, j'ai pas été bon. Hein. Vous avez le droit de me le dire. Hein. C'est quoi les couleurs? C'est mon management visuel à moi. Je sais, c'est mes couleurs, c'est mes catégories. Les couleurs, en fait, ça correspond un peu plus aux sections de la présentation. Les premières étaient liées à l'introduction, les deuxièmes étaient liées à la petite démo qui vous aide à faire le Personnel Kanban. Là, les vertes sont un peu plus dans le pourquoi ça fonctionne et en expliquant ce qu'il en est. Et voilà, les violettes, on va le voir après, sont des outils complémentaires ou aller un petit peu plus loin. D'accord ? Donc, productivité versus efficacité, ça et ça. Ah, c'est vrai, vous suivez. Ok, productivité versus efficacité. Donc, il y a des tonnes. Oui, c'était. En fait, j'ai switché parce que j'ai fait une petite recherche. 9473 livres sur la productivité personnelle. Voilà, il y en a. On peut passer là. Il y en a plein. Comment être le meilleur et tout. Ninja de la productivité et tout. Normalement, après, vous arrivez au bureau et tout, vous êtes top. Efficacité. Il y en a 7000, mais quand je lis déjà le premier, je suis pas certain que ça parle de ce dont j'ai envie.
Il y en a qui en parlent, hein, puisque voilà, je vois des choses sur le leadership et tout, mais il y en a beaucoup qui ont un peu rien à voir avec ce qui m'intéresse. Donc en fait, voilà, military effectiveness, quoi. Non, bon, c'est hors sujet, ok. Hein? Donc bon, on est un peu à côté du sujet. En fait, je dis pas que l'un ne va pas sans l'autre, mais c'est deux choses complètement différentes. Et on a tendance généralement à mettre en avant la productivité, et c'est sûrement une erreur. La productivité, c'est vous avez réalisé beaucoup de choses. Ok, super. Mais est-ce que vous avez fait les bonnes choses? Si vous corrigez, alors on va prendre un exemple informatique, mais si vous corrigez 10 bugs super vite, génial, trop bien, mais que vous avez résolu 10 bugs qui sont même pas des bugs mineurs, mais qui sont juste de la cosmétique du plus, alors qu'en fait vous avez un bug critique, quoi, je suis pas certain que ça soit hyper intéressant pour vos utilisateurs. Ils auraient préféré que vous corrigiez le bug critique plutôt que de faire les 10 trucs cosmétiques, quoi. L'efficience, c'est la capacité à faire votre travail facilement, mais est-ce que c'est axé par rapport à un effet maximum? Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui a apporté le plus de valeur possible? Vous l'avez fait vite, bien, mais est-ce que c'est ce qui a apporté le plus de valeur? C'est pas certain. Et l'efficacité, c'est vous avez réalisé le bon travail au bon moment. Là, j'ai été efficace, j'ai résolu ce qu'il fallait au moment où il fallait. Voilà, là, j'ai été efficace. Est-ce que je suis capable de le répéter? En fait, il faut peut-être réussir à arriver à une combinaison des trois. Donc, Personal Kanban, c'est un outil qui va vous aider dans la productivité au travers de la limitation du travail en cours. C'est-à-dire que le fait de limiter le travail en cours va vous forcer à terminer pour pouvoir commencer quelque chose d'autre. Donc, vous allez terminer des choses, d'accord? Plutôt que d'en commencer 25, vous allez en terminer 3 pour pouvoir faire les 3 suivantes. Okay, c'est en ce sens-là que ça va vous aider sur la productivité. Ça va être un outil qui va être efficient puisqu'il est centré sur votre chaîne de valeur en fonction de votre contexte. D'accord? Donc, vous allez faire... vous mettre dans les conditions qui vont bien, parce que vous faites régulièrement vos rétrospectives pour faire les prochaines tâches dans votre contexte le plus favorable pour les réaliser au mieux. Et l'efficacité, ben, comme vous rendez explicite tout au travers de votre contexte avec vos couleurs et tout ça, vous êtes conscient et vous allez prendre des décisions qui sont informées par rapport à une to-do list où on va la prendre dans l'ordre, par exemple. D'accord? Vous vous mettez, au travers de Personal Kanban, dans un triptyque gagnant, au travers de la productivité, de l'efficience et de l'efficacité. Bon, si on va un petit peu plus loin maintenant. Non, je ne le ferai toujours pas. Donc, est-ce que vous connaissez ça, la matrice de Covey? Non? Oui. Magnifique outil. Superbe. Donc, cette matrice nous dit que tout ce qui est non important et non urgent est de la perte de temps. D'accord? Elle nous dit que tout ce qui est important et non urgent, c'est de la qualité. D'accord? C'est des choses qu'il faut faire. Même si on n'est pas obligé de le faire tout de suite, il faudra le faire parce que c'est important. Tout ce qui va être urgent et non important, c'est généralement de la décision, c'est voilà, et vite, il faut aller en meeting et tout. Mais sauf qu'en fait, vous n'êtes pas efficace à ce moment-là parce que vous ne travaillez pas sur ce que vous avez prévu et tout. Bon. Donc on essaye aussi d'y éviter. On est voilà, dans le cadran de la déception, c'est des tâches qu'il faut faire, mais... Et là où on va vraiment, avec la matrice de Covey, se focaliser, c'est sur ce qui est important et urgent, parce que c'est critique et c'est la nécessité. D'accord? Et ben, je peux vous dire que le gars, là, sur la première photo, ça, il l'applique à fond, quoi. Parce qu'en fait, il est tellement fatigué, il fait que du urgent important, et si jamais il y a quelque chose de plus qui tombe, waouh, mon Dieu. Dans Personal Kanban, l'idée est de changer un petit peu cette matrice, de la voir d'une autre manière.
Ce qui est non urgent, non important, c'est mon travail quotidien. Voilà, c'est là le cœur de ce que j'ai à faire. Je devrais me mettre dans les conditions le plus possible je travaille pour des choses non urgentes et non importantes. Ça veut dire qu'en fait, je suis bien en avance de phase et je suis capable d'accepter d'autres choses. Je travaille dans un cadran plutôt zen. Ce qui va être non urgent et important, alors j'ai mis Kaizen, enfin c'est pas moi qui ai mis Kaizen, c'est Jim qui le présente comme ça. Kaizen, c'est l'amélioration continue. On retrouve le côté qualité qu'on a dans l'autre matrice, en effet. Il faut se forcer à travailler sur ces points-là. C'est ce qui vous facilitera votre travail de demain. Ce qui est urgent et non important, on dit que c'est plutôt le cadran social, d'accord, qui peut être un peu de la déception de temps en temps, mais qui a son utilité. Bon. On est assez proche quand même pour le coup de la matrice de Covey là-dessus. Par contre, le urgent important, c'est le cadran de la panique. Là. Moins j'ai de choses là-dedans, mieux je me porte. Ok ? Donc ça ne doit être réservé qu'aux urgences. Personnel comment fait pas de miracle. Lorsque vous avez une urgence qui tombe, il y a une urgence qui tombe, il faut la faire. Et elle est toujours urgente et importante. Mais l'objectif, c'est de se mettre dans les conditions où j'ai le moins de choses possibles qui rentrent dans cette case-là. D'accord ? Donc si on va un petit peu plus loin, je voudrais vous parler de la repriorisation. Là, quand je vous dis qu'à chaque fois que vous allez terminer quelque chose, il faut reprioriser, dire qu'en fait, en fonction de votre contexte, vous allez changer les priorités que vous avez faites. La plupart du temps, moi, ça m'arrive. J'avais prévu de faire ça après, et il s'avère que c'est pas ce que je fais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, le fait de reprioriser peut vous éviter des petits soucis. Voilà, par exemple, là, c'était un satellite qui devait faire le tour de Jupiter. Ils ont fait une petit ajustement de rien du tout, 0,5 mètres par seconde. Ils ont évité de louper leur mise en orbite de 80 000 km au final derrière. Donc les petits ajustements que vous faites au moment où vous le faites peuvent avoir un impact assez important derrière. D'accord ? Donc reprioriser en fonction de votre contexte à chaque fois. Peut-être que votre contexte n'a pas changé et que ce que vous aviez prévu de faire, vous allez le faire. Mais souvent, vous allez changer. Quelques outils complémentaires. Quelques outils complémentaires. Le pattern matching. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé, lorsque vous faites votre rétrospective, essayez de détecter les choses qui sont bien passées, pas bien passées et tout. Le pattern matching, c'est un ensemble d'outils qui vont vous aider à reformuler ça, à le rendre un petit peu plus concret pour pouvoir détecter plus finement. Et voilà. Donc c'est tout un ensemble d'outils qui vont vous permettre de reproduire au mieux et de détecter ces patterns. Les 5 pourquoi. Je ne sais pas si vous connaissez, on considère qu'avec 5 pourquoi, vous allez être capable de trouver le problème, le véritable problème. Quand on arrive et qu'on vous dit j'ai un problème avec ça, mais pourquoi tu as un problème avec ça ? Parce que ça. Mais pourquoi ça ? Parce que ça. Puis, généralement, arrivé avant le 5e, on a trouvé le vrai problème. C'est-à-dire que si on avait corrigé le premier pourquoi de la personne en face de nous, ou notre premier pourquoi à nous, on aurait juste corrigé un effet, mais pas la cause. Ok ? Et la méthode socratique, alors bon, j'en parle, moi je l'avoue, je l'applique juste pas parce que là on se met dans des... je pense qu'on se remet dans le même état que le bonhomme au début. Vous vous rappelez des 5 questions là, pour la rétrospective ? Et en fait on se pose la question de pourquoi on se pose la question. Voilà, donc là on va un petit peu plus loin, il y a des personnes pour qui ça marche et à qui c'est utile. Personnellement ça m'est jamais arrivé, sachez que c'est un outil qui est à votre disposition. J'ai encore un petit peu de temps, donc je vais vous parler, par exemple, pour ceux qui connaissent de GTD, on peut utiliser Personal Kanban pour, alors je ne me rappelle plus exactement de la colonne, la case d'action, la corbeille d'action là,
Mais on peut s'en servir pour justement formaliser la chaîne de valeur dans la corbeille d'action. Hein? Prochaine action, ça s'appelle? Ouais. Bon, voilà, on peut s'en servir pour éventuellement gérer un petit backlog, voilà. Ou pour visualiser les différentes corbeilles au travers de couleurs. Enfin, c'est des choses qui marchent. Personal Kanban marche aussi plutôt pas trop mal avec Pomodoro. Voilà, vous prenez votre tomate là, à 25 minutes, bing! Et vous voyez si vous avez atteint votre objectif ou pas, et si en fait il vous fallait 2 cycles ou pas, ça peut être complémentaire. L'intérêt, c'est que c'est basé sur votre chaîne de valeur, donc normalement, vous pouvez l'appliquer un peu à n'importe quoi. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire? S'arranger pour qu'il diminue vachement vite, donc en essayant d'être de plus en plus actif. Non, blague à part. Enfin, si, en fait, c'est la vraie solution, hein, c'est de réussir à le réduire. Alors, il y a 2 choses. Vous pouvez vous faire un personal Kanban qui est sur vos top priorités pour traiter ce que vous avez. Et vous venez réalimenter, en fait, voilà. Mais c'est juste se mettre des œillères. Parce que, je vous l'ai dit, vous mentez pas. Si vous l'avez, c'est que vous avez à le faire. Et si vous ne le mettez pas dans l'outil, votre cerveau se rappellera à vous à un moment. Je vous ai pas raconté l'histoire du jongleur, mais en gros, l'histoire du jongleur, c'est quoi? Il jongle, tout se passe bien, il maîtrise super bien, et puis donc il a prévu de battre un record, il y a plein de monde, il lance ses torches enflammées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout va bien. Et puis à la 7e, il commence à repenser aux problèmes qu'il a avec sa copine, au fait qu'il n'a pas été accepté à l'école machin, que ça remet en cause sa relation, et 8. Et en fait, juste, c'est pas le moment pour que son cerveau vienne lui rappeler tout ça. Et c'est bizarrement foutu, mais ça fonctionne toujours comme ça. Enfin, vous l'avez sûrement tous vécu au moins une fois. Et c'est toujours dans les moments où il ne faut pas qu'on se rappelle des choses. Et si vous ne le mettez pas dans votre backlog et que vous ne le rendez pas visuel, ben vous allez avoir ça va vous perturber dans votre travail, ce qui va faire que vous n'allez pas être efficace pour terminer vos tâches et que vous allez continuer à en rajouter sans en dépiler en haut. Donc voilà, après on pourra en discuter parce que je pense que Betty aussi a d'autres techniques qui peuvent aider et peut-être qu'elle a une autre manière de voir les choses. Mais ça peut. Ben, en fait, je pense que ça dépend des personnalités principalement. Voilà. Voilà, exactement. En fait, ça dépend de votre contexte et de la manière dont vous ressentez les choses. Donc, en effet, il y a des gens que ça va super motiver et il y en a que ça va complètement déprimer. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que moi, j'ai essayé ça, j'ai GTD, j'ai 200 tâches dans mon backlog. Mais c'est une histoire de contexte après. Voilà, mais c'est la rétrospective de GTD. Et donc, globalement, je vais me faire une tâche pour évaluer mes tâches. Et donc là, c'est mort. C'est déjà mort d'avance. Mais là, ça va être à ta manière de fonctionner. Il faut peut-être que tu te forces à le faire, vraiment, et à te dire à un moment, j'ai trop de tâches, c'est pas normal. Alors, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur et que je veux ou que je dois faire parce que j'ai pas le choix? Et qu'est-ce que je peux mettre à la poubelle parce qu'il faut aussi juste pas se surcharger avec des choses qui sont des fois. En fait, c'est à ça que sert la première colonne et le fait de reprioriser, de mettre en haut les choses qui sont importantes ou les prochaines tâches à réaliser et de mettre en bas ce qui est le moins important et qui devra être priorisé plus tard. Et il y a des choses, moi j'ai des choses dans mon personnel Kanban perso qui sont en bas depuis des mois. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste soit pas le moment de les faire, soit que c'est pas important, puis il va peut-être arriver un moment où je vais dire, mais en fait, non. Puis maintenant, voilà. Mon contexte a changé, puis maintenant, je m'en fiche. Ça avait du sens pour moi à un moment, ça n'a pas été le moment de le faire, je l'ai pas fait, ça n'a plus de sens. Je le retire. Et généralement,
c'est que c'était pas urgent et important, quoi. Et qu'on a pu s'en passer. Ce qui est dans la méthode GTD, il y a aussi, on peut mettre des choses en référence au Bouddha ou en later. Ouais. On se dit, j'avais un projet de construire mon école, on le fait pas, et on s'aperçoit que finalement, c'est pas pour maintenant, je peux le dire. C'est soit pas pour maintenant, c'est soit en fait, c'était une belle idée aussi, ou une belle envie, et on la réalisera pas. Bon, voilà. Moi, ce que je trouve bien, enfin, après, c'est mon avis vraiment, ça ne regarde que moi, dans Personal Kanban par rapport à GTD, c'est juste que c'est beaucoup plus simple, quoi. J'ai mes trucs, j'ai mes couleurs, et voilà. Je priorise, et après, je fais mon flux. Oui? Plus fort. Ou- Ouais. Ouais. Ah ouais, là on est sur du technique là, sur de l'outil technique. Non, j'avoue que je connais rien qui. Alors donc la question, parce que c'est filmé, un outil qui permet de passer du mind mapping en fait à une représentation Kanban ou Personal Kanban derrière, pour éviter d'avoir à saisir tout. Je connais pas de solutions qui font ça actuellement. Peut-être qu'il faut la créer. Voilà, on a terminé. Je vais répondre aux questions après, parce qu'il va falloir qu'on vide la salle et qu'elle soit réorganisée et tout. J'espère que vous avez passé tous un très bon Devox, et à l'année prochaine.